Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir au ministère pour cette 5e conférence de presse de rentrée. Ce rendez-vous annuel est traditionnellement l'occasion de présenter les grandes tendances de la rentrée universitaire, de faire le point sur les réformes et les chantiers en cours, mais aussi de rappeler les enjeux qui sont portés par ce ministère que j'ai l'honneur de piloter depuis 2017. Liés dans un même portefeuille et dans un même continuum, la recherche, la formation et l'innovation était un choix fort qui portait la conviction que le savoir est la clé du changement et que cette clé repose aussi entre les mains d'une jeunesse éclairée. Je crois que la crise sanitaire a donné raison à cette vision du monde, car c'est à la fois la science et l'action de tous, y compris évidemment des étudiants, qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver sur les campus. L'action, c'est ce qui me guide depuis 2017. Agir par la concertation, agir par la confiance, agir pour les destins individuels et collectifs, agir contre les déterminismes de la naissance, agir pour façonner l'avenir, agir pour relever les défis de notre temps, agir contre les silences complices, agir et donner aux étudiants le pouvoir d'agir. Cette présence au monde, cette capacité de comprendre pour changer le cours des choses et de se révéler dans un engagement éclairé. Agir au lieu de subir, c'est sans doute la meilleure définition que l'on puisse donner de la réussite. Accompagner les étudiants, quel que soit leur profil, leur histoire, leur ambition, c'est l'un des objectifs que je me suis donné en arrivant au ministère. Et c'est le grand projet que j'ai partagé avec l'ensemble de la communauté universitaire durant ces 4 dernières années. Je crois pouvoir dire que nous avons fait ensemble des pas décisifs. La massification de l'enseignement supérieur était une réalité. Nous avons engagé sa démocratisation. Et pour ceux qui souhaitent l'emprunter, pendant ce quinquennat, le chemin a été tracé. Sur cette route, nous avons bien sûr rencontré des épreuves. Et la crise sanitaire a sans doute été l'une des plus rudes. Les leçons à tirer de cette période difficile seront sans doute légion, mais si nous ne devions en retenir qu'une, ce serait celle-ci. La réussite n'est pas qu'un processus académique, la réussite se fabrique aussi dans la relation, dans l'échange et dans l'humain. Et c'est ce que nous dit l'engagement remarquable de la communauté universitaire, qui a déployé des capacités incroyables d'expertise, de créativité, d'empathie, pour permettre aux étudiants d'être formés, d'être diplômés, d'être accompagnés pendant ces 18 derniers mois. Et c'est ce que nous dit aussi en creux la souffrance ressentie de ces étudiants qui, en se coupant de leur campus, se sont sentis coupés de leur avenir et de leur confiance en eux. C'est pourquoi garder le cap de la réussite en ce début d'année universitaire, c'était d'abord offrir à nos étudiants la rentrée la plus normale possible. Je m'étais engagée en juin dernier à cette rentrée 100% en présentiel, et cet objectif a été en grande majorité tenu parce qu'il était attendu de tous. Et si nous y sommes parvenus, c'est parce que chacun a pris ses responsabilités et a mobilisé les compétences nécessaires. Cette rentrée, nous l'avons préparée dès le printemps avec l'ensemble des acteurs, notamment dans le cadre du groupe de travail présidé par Françoise Moulin-Civil. Cette anticipation nous a notamment permis de déployer, dès le tout début de l'été, une stratégie pour sensibiliser et accompagner les étudiants vers la vaccination, en combinant des campagnes de communication construites avec les étudiants eux-mêmes, un accès facilité aux vaccins dans les campus ou les centres de proximité. À ce jour, nous comptons plus de 85% des jeunes entre 18 et 24 ans avec un schéma vaccinal complet. Près de 90% d'entre eux ont reçu au moins une dose. Et ces excellents chiffres sont le résultat des actions menées sur le terrain, mais aussi de la volonté des étudiants. Cette adhésion très forte en faveur de la vaccination a été notre meilleure garantie pour assurer cette rentrée universitaire, assurer qu'elle puisse se poursuivre dans la durée en présentiel et surtout pour permettre à la vie étudiante de reprendre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai autorisé les événements festifs de rentrée en travaillant en amont et là encore en lien avec tous sur leur encadrement pour que ces événements festifs organisés par des associations étudiantes puissent être soumis au pass sanitaire et à l'autorisation préalable du chef d'établissement lorsqu'ils sont organisés sur les campus. Car là encore, c'est la confiance
et l'esprit de responsabilité qui prime. Bien que les signaux soient à ce jour très positifs, nous ne baissons pas la garde. Les gestes barrières restent de rigueur. Nous maintenons nos efforts sur la vaccination, notamment en direction des étudiants internationaux non vaccinés avant leur arrivée. Depuis le début de la pandémie, notre pays n'a jamais renoncé à accueillir ses étudiants et les ambitions du plan Bienvenue en France ont trouvé dans cette détermination une nouvelle raison d'être. En situation de crise, on mesure non seulement la force de la volonté d'ouverture, mais aussi la robustesse des dispositifs d'accompagnement, et les établissements ont mobilisé les moyens du plan Bienvenue en France pour faciliter l'installation de leurs étudiants, alors que la crise rendait plus complexe encore leur démarche. Par ailleurs, si la situation est favorable au présentiel en métropole, ce n'est malheureusement pas encore le cas aux Antilles et en Guyane, où les taux de vaccination restent pour l'instant insuffisants, malgré la mobilisation de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et l'engagement des associations étudiantes. Le distanciel, parfaitement maîtrisé par les universités, a néanmoins permis une rentrée universitaire efficace et nous y espérons un retour le plus rapide possible au présentiel. Car ce présentiel porte de nombreuses promesses. La première, c'est le retour du face-à-face pédagogique et des collectifs de travail. J'ai souhaité les ressouder en encourageant les établissements à proposer des dispositifs de remédiation aux étudiants qui en éprouvaient le besoin et en reconduisant les 20 000 postes de tuteurs qui se sont déployés progressivement depuis janvier dernier. Ce sont plus de 3,6 millions d'heures de tutorat qui ont été réalisées et ce dispositif a fait ses preuves, c'est pourquoi j'ai souhaité que ce plan perdure à cette rentrée. La seconde promesse du présentiel, c'est le retour de tout ce qui fait la vie étudiante. La culture, le sport, les projets associatifs, les rencontres, les événements festifs, bref, le bouillonnement de la vie de campus. Après plusieurs mois à l'arrêt, j'ai souhaité que cette rentrée sonne aussi la relance de la vie étudiante, qui pourra prendre appui sur des rendez-vous annuels comme les journées agriculture dans l'enseignement supérieur ou les dispositifs comme le label Génération 2024. Ce qui compte, c'est que les étudiants soient non seulement au cœur, mais aux commandes de ce renouveau. Afin de redynamiser un tissu associatif malmené par la crise, je lancerai dans les prochaines semaines une initiative nationale afin de récompenser dans chaque établissement la meilleure initiative portée par des associations étudiantes en matière de prévention, de solidarité, de citoyenneté, de transition écologique. Je souhaite aussi que les établissements puissent accompagner cet élan au niveau local. Ils ont entre les mains un levier formidable, la contribution de vie étudiante et de campus, et je souhaite qu'ils le mobilisent pour lancer des appels à projets, financer de nouvelles actions par et pour les étudiants. Par ailleurs, les conférences territoriales de la vie et du bien-être étudiant qui ont vu le jour pendant la crise continueront leurs travaux et continueront à associer l'ensemble des parties prenantes, l'État, sous l'animation des recteurs, les ARS, les préfets, les collectivités, les établissements, les étudiants. Et j'attends qu'elles réalisent un schéma territorial de la vie et du bien-être étudiant qui trouvera ses déclinaisons dans les établissements d'enseignement supérieur au travers de schémas directeurs. Parmi les étudiants qui font leur rentrée cette année, 501 000 sont des néo-bacheliers qui franchissent pour la première fois le seuil de l'enseignement supérieur. En 2016, un lycéen qui rentrait en licence avait à peine plus de 40% de chances de réussir sa première année. En 2018, ce taux est passé à 45,4% et devrait atteindre 47% en 2022. Mais au-delà de ces pourcentages, ça signifie qu'en 2018, c'est 12 000 jeunes de plus qui ont validé leur première année de licence et ils seront 21 000 de plus cette année à le faire. L'échec en licence, qui était l'un des fléaux majeurs de notre enseignement supérieur au début du quinquennat, est enfin en train de refluer. C'était l'un des engagements du plan étudiant et il a été tenu. Et c'est une victoire collective dans une bataille qui s'est jouée sur plusieurs fronts, à commencer par celui de l'accès à l'enseignement supérieur. En édifiant la loi orientation et réussite des étudiants et Parcoursup sur les ruines du tirage au sort et d'APB, il ne s'agissait pas de remplacer un outil par un autre ou une procédure par une autre. Il s'agissait de proposer un accès à l'enseignement supérieur basé sur la démocratisation de celui-ci et non seulement sur une massification en perte de sens. Et Parcoursup a ainsi servi deux grandes ambitions indissociables,
trouver à chacun sa place et donner à chacun sa chance. Parce que le gouvernement a fait de la jeunesse et des étudiants l'une de ses priorités, nous sommes parvenus pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années à faire avancer ensemble démocratisation et réussite. Depuis 2017, nous n'avons cessé de progresser vers ces deux horizons, et cette année ne fait pas exception. À l'issue de la procédure, sur les un peu plus de 500 000 néo-bacheliers qui en ont fait la demande, il reste 239 lycéens qui continuent à être accompagnés. C'était 591 l'an dernier. Et comme chaque année, ils seront accompagnés jusqu'au bout dans le cadre des commissions d'accès à l'enseignement supérieur. L'offre n'a cessé de s'étoffer depuis 5 ans pour leur donner le plus large choix possible. Et Parcoursup compte désormais 19 500 formations, dont les attendus précis sont mis à la disposition des lycéens, car l'accès à l'information demeure notre première arme contre l'autocensure. Cette année, les écoles nationales de vétérinaire ou les écoles de sciences politiques ont rejoint la plateforme. De nouvelles formations comme les parcours préparatoires au professorat des écoles ou les cycles pluridisciplinaires d'études supérieures sont venus l'enrichir. C'est parmi les 34 000 places créées dans l'enseignement supérieur, plus de 13 000 qui l'ont été en première année, en BTS, en IFSI. Enfin, l'apprentissage poursuit sa montée en puissance avec près de 6 000 formations proposées aux candidats, soit une augmentation de 42% par rapport à 2020 et de 85% par rapport à 2018. En résumé, jamais le champ des possibles n'a été aussi ouvert devant la jeunesse que cette année. Et ce champ des possibles, c'est la traduction d'une ferme volonté gouvernementale. Le plan étudiant, doté d'1 milliard d'euros, a été exécuté à l'euro près. Et il a été encore renforcé et consolidé grâce à France Relance. Depuis 2017, le budget des établissements d'enseignement supérieur a progressé de plus d'1 milliard d'euros, ce qui nous a notamment permis de financer les 83 000 places supplémentaires qui ont été ouvertes dans le cadre de ce plan étudiant, ainsi que la transformation pédagogique du premier cycle. Les études de santé ont été le terrain privilégié de cette transformation. La loi Organisation et transformation du système de santé avait notamment pour objectifs principaux de décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé et de répondre aux enjeux des territoires et de la désertification médicale. Et c'est pour atteindre ces objectifs que les réformes des études de santé ont permis de diversifier le profil des étudiants recrutés dans les formations des filières médicales, de définir des capacités d'accueil par université en tenant compte des besoins des territoires, de faciliter l'implantation locale des futurs professionnels en initiant des parcours sur tous les territoires et en augmentant les possibilités de stage en dehors des CHU et en ambulatoire. Enfin, l'universitarisation des professions de santé a permis de favoriser les expérimentations de formations communes entre les professions médicales et paramédicales. La mise en œuvre de ces nouvelles formations en pleine crise sanitaire n'a pas été simple, et cette année sera l'occasion de procéder aux ajustements, mais les résultats sont déjà au rendez-vous. La réponse aux besoins locaux a été apportée par l'adéquation entre la capacité de formation et le besoin de soins université par université. Grâce à l'engagement de tous, nous pouvons nous réjouir d'une augmentation historique de 17,8% d'étudiants de plus que l'année précédente dans les filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. C'est 2663 jeunes qui poursuivent leurs études, en plus des années précédentes, avec un focus particulier sur la filière médecine, où 1812 jeunes de plus ont pu continuer dans leurs études. Parmi les étudiants admis, c'est près de 30% qui sont issus des parcours diversifiés des licences Accès Santé et qui proviennent de villes dépourvues de facultés de santé comme Vannes ou Orléans par exemple. Pour les étudiants qui ont validé leur première année universitaire avec 60 crédits ECTS, eh bien, ils ont trouvé une place en deuxième année de licence et poursuivent ainsi leur progression tout en pouvant de nouveau tenter à la fin de cette deuxième année d'accéder aux filières de santé. La mise en place d'un véritable réseau d'enseignement, de stages, de recherche, associant l'université, les CHU, les établissements de santé médico-sociaux, le champ ambulatoire, se développe dans le cadre des réformes des second et troisième cycles
et prennent appui sur des innovations technologiques et pédagogiques pour remettre toujours l'humain au cœur des formations. Le projet professionnel de l'étudiant sera désormais pris en compte, la relation médecin-patient, le travail en équipe seront placés au centre de l'évaluation grâce à la simulation, et les épreuves dématérialisées nationales privilégieront le raisonnement clinique plutôt que la mémorisation des connaissances. Enfin, l'universitarisation des professions de santé avec 20 universités qui vont dès cette année expérimenter ces formations transversales entre les métiers, la délivrance du grade master aux kinésithérapeutes, la nomination d'enseignants-chercheurs en sciences infirmières, en maïeutique, en rééducation et adaptation sont autant d'engagements tenus. Car pour soigner mieux, il faut apprendre mieux, et ces réformes incluent ainsi dans le même temps une transformation des méthodes pédagogiques dans lesquelles la prise en compte du raisonnement, des compétences, des facteurs humains sont indispensables. Et bien sûr, le ministère a accompagné et poursuivra l'accompagnement de ces transformations. En réformant l'accès à l'enseignement supérieur, notre ambition a été donc de trouver à chacun sa place, mais aussi de donner à chacun sa chance. Et pour cela, nous avons fait de Parcoursup une plateforme au service de l'égalité réelle, grâce à une politique très volontariste qui, d'année en année, fait progresser la mobilité sociale et géographique. Ce sont très concrètement plus de 9 lycéens boursiers sur 10 qui ont reçu une proposition dans une formation supérieure de leur choix. 91% en réalité, il n'était que 85% en 2017. Et derrière ces chiffres, une plus grande diversité aussi dans des institutions emblématiques. Ce sont près de la moitié des lycéens technologiques qui ont reçu des propositions d'admission en IUT, c'est 15% de plus qu'en 2020. C'est près de 73% des lycéens professionnels qui ont reçu une proposition d'admission en BTS. Ce sont aussi plus de 5% de lycéens qui ont accepté une proposition hors de leur académie et près de 19 000 lycéens boursiers qui ont bénéficié de l'aide à la mobilité, soit presque 2 fois plus qu'en 2019. Enfin, en Île-de-France, la mobilité de l'Académie de Créteil vers l'Académie de Paris, par exemple, a encore progressé de 5% cette année, preuve que le périphérique n'est plus une muraille infranchissable. Bien sûr, ce mécanisme ne produirait pas ses effets sans l'accompagnement qui est déployé en amont et en aval de la plateforme. Et cet accompagnement, il est institutionnel et humain. C'est le fameux continuum −3+3, et c'est son incarnation dans le dialogue entre les acteurs du lycée et ceux du supérieur, qui culmine au sein des commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Depuis 4 ans, c'est un véritable pont qui a été créé entre le lycée et l'enseignement supérieur. Cela est vrai du travail entre les enseignants, de la politique d'orientation que nous avons mise en place avec mon collègue Jean-Michel Blanquer. Et je voudrais insister sur ce point, car je suis convaincue que l'égalité réelle n'a pas de plus grand ennemi que les systèmes fondés sur une égalité formelle impensée. Ce sont toujours les mêmes, ceux qui n'ont pas les codes, ceux qui ne peuvent pas compter sur un entourage averti, qui restent au bord de la rive. Et pour être crédible, lorsqu'elle prétend combattre les inégalités entre des jeunes qui ont déjà 18 ans de scolarité derrière eux, l'université se doit de regarder très en amont et de travailler avec l'école. Travailler avec l'école, c'est créer des ponts entre le lycée et le supérieur, comme l'a fait la loi orientation et réussite des étudiants, en créant tout d'abord un langage commun entre les équipes pédagogiques, au travers de la fiche à venir, au travers des attendus. Travailler avec l'école, c'est déployer les dispositifs comme les cordées de la réussite, qui ne cessent de monter en puissance et qui sont désormais identifiés dans Parcoursup. Travailler avec l'école, c'est ce que nous faisons dans le cadre des bachelors universitaires de technologie, qui se déploient pour la première fois en cette rentrée, et concrétise une promesse que j'avais faite aux bacheliers technologiques d'améliorer leur représentativité dans la filière qui leur était dédiée, celle des IUT, mais aussi de leur donner plus de chances d'y réussir. Et cette réforme porte une vraie transformation pédagogique qui s'appuie sur les acquis des jeunes, qui se déclinent en blocs de compétences et qui facilite réellement leur insertion professionnelle en leur conférant le grade de licence. Poursuivre ses études en master se heurte chaque année à des tensions sur certaines filières. Pour y remédier, nous avons ouvert en 2 ans plus de 7 400 places supplémentaires dans les disciplines les plus demandées, 4 400 places nouvelles pour cette rentrée,
majoritairement en droit. Nous allons insuffler un peu de l'esprit de Parcoursup dans la plateforme Trouver mon master, afin que les étudiants y disposent d'une meilleure visibilité, afin de travailler à harmoniser les calendriers pour les accompagner réellement vers ces masters où ils auront toutes les chances de réussir. Réussir son orientation est une condition nécessaire mais pas suffisante pour réussir ses études. Et c'est pourquoi, après la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, ma deuxième priorité pour ce quinquennat a été de repenser les parcours des étudiants en faisant tomber les barrières entre les études et la vie étudiante. Repenser les parcours de formation, c'était d'abord renverser la perspective, en décidant que les cursus devaient aussi s'adapter aux étudiants. Et cette ambition était portée par la transformation de l'arrêté de licence qui ouvrait la possibilité de cursus modulables en 2 ans, 3 ans, 4 ans, par l'appel à projets qui a soutenu l'émergence de nouveaux cursus à l'université, puisant dans l'interdisciplinarité, dans l'approche par compétences, dans l'innovation pédagogique, les ingrédients d'une véritable personnalisation des parcours. C'est aujourd'hui plus de 10% des étudiants accueillis en première année qui bénéficient de ces parcours dédiés. Les technologies numériques ont été un allié très puissant et continuent à être un allié puissant pour porter cette plasticité au cœur des enseignements. Durant la crise, nous avons vu le numérique au mieux comme le support indispensable de la continuité pédagogique, au pire comme un facteur de déshumanisation, mais c'est aussi un ferment d'innovation. Je suis la première à défendre une relation pédagogique fondée sur le face-à-face, la présence, l'interaction. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas à choisir son camp entre l'humain et la technologie et que l'un peut surtout servir l'autre. Et c'est toute l'ambition de la stratégie enseignement et numérique portée par le programme d'investissement d'avenir. Elle a vocation à mettre le meilleur des technologies du numérique au service de l'étudiant, du travail collaboratif, de l'interactivité, d'une approche beaucoup plus fine de la progression dans les études. Beaucoup de transformations ont été amorcées par les établissements grâce au soutien apporté par l'État à l'hybridation des formations avant et durant la crise. Et l'humain a plus de place encore avec ce renouveau pédagogique. J'en veux pour preuve l'équilibre qui a été tissé au sein des campus connectés, qui développe un enseignement distanciel dans un environnement collectif, mais avec un accompagnement personnalisé, et cela dans 89 villes moyennes situées sur l'ensemble du territoire. Repenser les parcours des étudiants, c'est aussi poser sur eux un regard beaucoup plus large qui dépasse les frontières de la formation académique. L'un des acquis du plan étudiant, c'était d'être allé voir ce qui se passait en dehors des amphis et des salles de travaux dirigés, pour considérer la vie étudiante comme un déterminant essentiel de la réussite tout en prenant en compte l'ensemble de la situation des étudiants. La conviction que nous avons portée à travers les politiques en faveur de la santé, du logement, du sport, de la culture, c'est que des étudiants qui réussissent, ce sont des étudiants qui se sentent bien dans leur tête, bien dans leur peau, bien dans leur campus et bien dans leur ville. Avec la contribution de Vie étudiante et de campus, un pas important a été fait en faisant une vraie place au financement de la vie étudiante dans les politiques d'établissement. La crise sanitaire a accéléré encore cette reconnaissance de la vie étudiante bien au-delà du monde universitaire, en jetant une lumière crue sur les difficultés matérielles et la souffrance psychologique de certains. Bien sûr, je n'ai pas attendu la pandémie pour comprendre et engager la lutte contre la précarité étudiante. L'une des toutes premières mesures que j'ai prises en arrivant à la tête du ministère a été d'intégrer les étudiants au régime général de sécurité sociale, pour leur donner accès aux droits communs, plutôt qu'à un droit spécifique, en réalité annexe faite d'aberrations notamment administratives, de renoncement aux soins, et qui coûtait 200 € par an à chaque étudiant. Mais la crise sanitaire a porté un coup d'arrêt aux petits jobs, aux stages, a approfondi les fragilités sociales de nombreux étudiants. C'est pourquoi, pour soutenir leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie, nous avons pris plusieurs mesures inédites ces 18 derniers mois. Plusieurs d'entre elles sont prolongées en cette rentrée, car malheureusement, la précarité ne va pas s'évanouir avec l'épidémie. Ainsi, les étudiants boursiers et les étudiants les plus vulnérables continuent de bénéficier des repas à 1 €. Le déploiement des distributeurs de protection hygiénique gratuite sur les campus se poursuit. L'emploi étudiant continue d'être soutenu avec la reconduction des référents en cité universitaire et des tuteurs.
Parallèlement, nous avons pris des mesures pour faire baisser le coût de la rentrée. Pour la 2e année consécutive, les droits d'inscription ont été gelés. Pour la 3e année consécutive, les bourses sur critères sociaux ont été revalorisées. Enfin, le plan de relance nous a donné de nouveaux moyens pour améliorer les conditions de logement des étudiants. Vous le savez, le logement, c'est le premier poste de dépense des étudiants. C'est aussi le laboratoire de leur autonomie et l'antichambre de leur réussite. Depuis 2017, c'est 12 000 logements étudiants qui ont été rénovés et grâce au volet immobilier du plan de relance, la rénovation énergétique des bâtiments d'enseignement supérieur et des Crous, eh bien, nous allons pouvoir accélérer ces efforts et aboutir d'ici 3 ans à la rénovation quasi complète du parc du Crous. Ce sont 20 Crous qui ont été lauréats du plan de relance pour des opérations très structurantes partout sur le territoire, à Grenoble, à Villeneuve-d'Ascq, à Nancy, à Talence et dans bien d'autres villes. En charriant avec elle solitude et incertitude, la crise a plongé un certain nombre d'étudiants dans la détresse et nous y avons répondu par une innovation, un dispositif d'accompagnement psychologique qui a permis depuis le mois de mars à 9 700 étudiants de bénéficier de 33 200 séances dispensées par plus de 1 700 professionnels. Là aussi, nous maintenons la plateforme ouverte car ces chiffres montrent tout à la fois que les besoins sont là, mais aussi que la réponse et l'engagement sont à la hauteur des enjeux. L'organisation et le réseau que nous avons construit ont donc vocation à perdurer, et ce d'autant plus que le dispositif a aussi fonctionné comme un démonstrateur de la prise en charge de la souffrance psychologique, et le président de la République, comme vous le savez, s'est très largement exprimé à ce sujet. Le mal-être étudiant puise à de multiples sources, mais parmi elles, l'une est particulièrement pernicieuse et contraire à tout ce qu'incarne l'enseignement supérieur, et je veux parler des violences sexistes et sexuelles. Je souhaite que l'on franchisse un cap décisif dans la lutte contre ce fléau, et cette année 2021 doit être l'année où la tolérance zéro cessera d'être un simple principe pour devenir une ligne de conduite claire et unanime. Vous le savez, mon engagement sur ce sujet ne date pas d'aujourd'hui. Dès la rentrée 2018, nous avons construit avec l'ensemble des acteurs des stratégies de prévention pour les week-ends d'intégration. Nous avons accompagné les universités et les écoles dans leur politique de lutte contre ces violences sexistes et sexuelles, avec des guides méthodologiques, des campagnes de communication. Mais l'année 2020-2021 a vu la parole se libérer dans plusieurs établissements, et suite au grand nombre de témoignages, j'ai souhaité que l'on puisse aller plus loin et j'ai lancé plusieurs missions d'inspection, et je remercie une fois de plus Caroline Pascal d'avoir permis et accompagné ces missions. Et j'ai aussi confié aux conférences d'établissement la responsabilité de travailler à une action globale, car ce fléau concerne l'ensemble de la communauté. J'aurai l'occasion d'annoncer ce plan dans les tout prochains jours, et je pourrai ainsi m'exprimer à nouveau sur ce sujet. Vous le voyez, j'ai encore beaucoup d'ambition pour l'enseignement supérieur cette année, et je voudrais aussi qu'au-delà de ce travail de longue haleine pour replacer chaque étudiant au centre de son parcours, nous puissions aussi leur donner quelques clés essentielles du monde de demain, qui sont autant de valeurs qu'ils doivent avoir en partage pour pouvoir le réinventer ensemble. Et j'en citerai 3. La première valeur, c'est l'engagement. La jeunesse étudiante est une jeunesse engagée. Elle l'a d'ailleurs prouvé durant la crise, que ce soit sur le front du Covid ou de la solidarité entre pairs. Cet engagement, c'est une chance pour notre pays, une chance de trouver les ressources et la créativité nécessaires pour réussir les grandes transitions, et notamment les transitions écologiques. Et c'est tout autant une chance pour nos étudiants de développer des savoir-faire, des savoir-être, dans des expériences extra-académiques. Et parce que la jeunesse est diverse, l'État a répondu à son désir d'engagement au travers de différents dispositifs. J'ai évoqué les emplois de tuteurs et de référents. J'aurais pu parler aussi des 100 000 missions de service civique supplémentaires, du soutien aux associations étudiantes, ou bien encore de la sensibilisation à l'entrepreneuriat portée par le plan Esprit d'entreprendre que j'ai lancé en 2019 et que j'ai souhaité prolonger cette année. Quel que soit son visage, je souhaite que l'engagement étudiant soit mieux accompagné et mieux reconnu. J'évoquais tout à l'heure la nécessité d'encourager de nouvelles initiatives étudiantes, mais je pense que les établissements doivent aller plus loin, en considérant l'engagement non pas seulement comme un ingrédient incontournable de la vie de campus, mais aussi comme un véritable complément de formation. Une circulaire paraîtra donc d'ici la fin de l'année
pour les inviter à valoriser les compétences acquises par les étudiants dans le cadre de leur engagement, qu'ils soient bénévoles, volontaires ou salariés. Et bien sûr, j'y travaillerai avec eux. La deuxième clé du monde de demain, c'est l'écologie. Cet enjeu s'impose à toutes les sensibilités politiques, à tous les milieux sociaux et professionnels, parce que c'est la condition même de notre avenir. D'ailleurs, ce que nous cherchons à faire, c'est bien sauver notre avenir, sauver l'humanité, beaucoup plus que la planète, qui a déjà prouvé qu'elle pouvait se remettre de véritables cataclysmes. L'écologie, c'est le premier combat de la jeunesse. Et j'évoquais à l'instant l'idée d'un engagement éclairé, et je crois que sur ce sujet, plus que sur tout autre,